exposé sur la problématique, l'objectif ainsi que les hypothèses que nous avons eu à dégager les résultats de la problématique. Nous parlerons de méthodes que nous avons utilisées dans le cadre de nos recherches. Nous allons présenter les résultats partant du système fiscal communal reconnu par la Convention belgo-congolaise, la nature et les champs d'application de la Convention sous examen, et enfin des incidences économiques et budgétaires de la Convention belgo-congolaise. Et nous allons chuter sur les recommandations. Nous sommes partis de la problématique selon laquelle les différents États à travers le monde ont de besoins énormes, besoins multiples. Alors, les États ont mis en place différents moyens financiers pour faire face à ces besoins. Parmi ces moyens figurent les impôts. Alors, au regard de ce qui précède, chaque État a les loisirs de prévoir dans sa législation fiscale différents impôts pour le développement socio-économique du membre de la collectivité nationale. Il ressort que la perception des impôts fait partie de la souveraineté de chaque État. Alors, en vertu de cette souveraineté, les États ont également mis en place différents critères pour imposer les revenus. Il peut s'agir de la territorialité réelle, de la territorialité personnelle ou de la nationale. Alors, il se posera cependant un problème lorsque nous aurons affaire à un ressortissant qui réside dans un État prenant la territorialité personnelle et le même ressortissant réside dans un État prenant la territorialité réelle. Nous aurons là affaire à un conflit de compétences fiscales résultant de souveraineté fiscale étatique. Alors, la double imposition internationale, c'est un phénomène par lequel un individu, donc c'est le cas de notre exemple, fait l'objet de deux ou plusieurs impositions résultant d'un conflit de compétences fiscales. C'est dans ce cadre que les États, étant donné que le problème de la double imposition internationale constitue un frein pour l'amélioration des investissements, ont voulu signer des conventions fiscales. La République démocratique du Congo, depuis le 23 mai 2007, a conclu à Bruxelles une convention fiscale en vue d'éliminer la double imposition, d'une part, et d'autre part, lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Ainsi, nous nous sommes posé les questions suivantes. Premièrement, quels sont les avantages et les inconvénients de la Convention belgo-congolaise au regard de la situation particulière de la République démocratique du Congo? Nous sommes sans ignorer que la République démocratique du Congo, c'est un État en voie de développement ou sous-développé, qui compte principalement sur des recettes budgétaires, à la différence de la Belgique. Est-ce que c'était vraiment opportun pour la République démocratique du Congo de signer une convention fiscale? La deuxième question que nous nous sommes posée est celle de savoir les avantages et les inconvénients de la convention belgo-congolaise au regard du modèle de convention, ou encore quels sont les points de convergence et de divergence qu'a la convention belgo-congolaise avec le modèle OCDE d'une part et le modèle ONU d'autre part. Et enfin, nous avons voulu savoir si la convention belgo-congolaise permettait de lutter contre l'évasion ainsi que la fraude fiscale en République démocratique du Congo. Ainsi, nous avons établi des hypothèses. Alors, au-delà de ces hypothèses, nous avons voulu mettre en évidence l'objectif de la convention belgo-congolaise. C'est de mettre également en évidence l'impact de la convention belgo-congolaise sur l'amélioration du climat des affaires en RDC. Alors, à travers la convention belgo-congolaise, la République démocratique du Congo a une visibilité politique, a une visibilité environnementale, a une visibilité sociale. Vraiment, à travers cette convention, il y a le renforcement d'échanges économiques, renforcement d'échanges commerciaux entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Parce que quand on signe une convention fiscale, bien que les États cèdent à l'un des attributs de leur souveraineté, à travers la convention fiscale, il y a certaines simplifications et facilitations, comme la création des emplois, la réduction du taux de la pauvreté, surtout en République démocratique du Congo, ainsi que la réduction du taux de chômage. À travers la coopération belgo-congolaise, il y a également une assistance ou une bonne coopération au-delà de l'histoire que la République démocratique du Congo a avec la Belgique, une certaine assistance ou encore réciprocité dans le cadre de clauses résultant de la convention signée en 2007. Alors, il y a également un inconvénient. Nous avons affirmé ici, comme nous avons dit, que la RDC, c'est un État en voie de développement qui compte principalement sur des ressources budgétaires. Alors, en signant une convention fiscale, cela crée un manque à gagner pour le trésor public. Alors, parce que la RDC, au-delà de ses ressources naturelles, celles-ci sont peu exploitées. C'est le cas de quand on signe une convention fiscale
Or, nous comptons plus sur les impôts. Nous, Congolais, nous perdons plus par rapport à nos contactants, la Belgique. Alors, quels sont les points de convergence et de divergence car la Convention belgo-congolaise et les modèles OCDE et ONU? Nous savons tous qu'il y a deux grands modèles de convention fiscale. Nous l'avons vu dans le cadre de la fiscalité internationale. Il y a le modèle ONU et le modèle OCDE. Le modèle ONU, c'est le modèle qui est conclu entre les États développés et sous-développés. Il peut s'agir du Burkina Faso, la Belgique, ou encore la France et le Mali, tandis que le modèle OCDE, c'est un modèle qui est conclu entre les États développés. C'est le cas de la France ou de la Belgique. Alors, lorsque nous avons fait l'analyse de la Convention belgo-congolaise, nous nous sommes dit que la Convention belgo-congolaise a un caractère hybride. Pourquoi hybride? Parce qu'elle emprunte les dispositions du modèle ONU, d'une part, et d'autre part, les dispositions du modèle OCDE. Nous pouvons appuyer nos arguments en prenant l'exemple des articles 5 et 6 de la Convention belgo-congolaise, article 5 qui parle de l'établissement stable et article 6 qui parle de revenus immobiliers. Conformément à l'article 5 de la Convention belgo-congolaise, on est établissement stable lorsqu'on a une institution sur le territoire d'un État qui a plus de 6 mois. Étant donné que la Convention modèle ONU prévoit également la même disposition, à ce niveau, la Convention belgo-congolaise a un lien avec la Convention ONU. Également concernant les revenus immobiliers. Le revenu immobilier, c'est l'État, la source qui a une compétence exclusive pour les imposer. Même l'article 6 de la Convention modèle OCDE prévoit la même disposition, d'où son caractère hybride. Alors, est-ce que la Convention belgo-congolaise permettait de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, d'abord, en RDC et en Belgique? Oui, c'est à travers le mécanisme de la coopération administrative. Article 25 et 26 de la Convention précitée, qui est assorti de deux sous-clauses, à savoir l'échange de renseignements, d'une part, et d'autre part, l'assistance mutuelle administrative en matière de recouvrement des impôts. Alors, concernant la méthodologie de notre travail, nous nous sommes référés à la méthode juridique. À travers cette méthode, nous avons recouru aux différents instruments juridiques, principalement la Convention belgo-congolaise et d'autres conventions que la RDC a eu à conclure avec les États. Et la méthode comparative nous a permis de comparer la situation d'avant l'entrée en vigueur de la Convention belgo-congolaise en RDC et la situation actuelle. Est-ce qu'il y a des points positifs? Est-ce qu'il y a des points négatifs? Est-ce qu'il y a, en d'autres termes, une opportunité ou un avantage majeur pour la RDC de signer cette convention fiscale? Alors, le premier résultat, quid du système fiscal comme on l'a retenu par la Convention belgo-congolaise? En fiscalité, il y a deux grandes catégories d'impôts. Il y a les impôts directs et les impôts indirects. Alors, nous nous sommes focalisés ici au champ d'application rationnel matériel de la Convention. La Convention belgo-congolaise porte principalement sur les impôts directs et précisément sur les impôts sur le revenu. Alors, les impôts sur le revenu, dans le cadre de notre travail, nous avons distingué d'une part les impôts sur les personnes physiques résidentes et les impôts sur les personnes physiques non résidentes et enfin l'impôt de société. Concernant l'impôt des personnes physiques résidentes, il y a l'impôt sur le revenu locatif. En Belgique, c'est l'impôt sur le revenu immobilier, fait partie de l'impôt de personnes physiques. Il y a l'impôt sur le revenu mobilier. En Belgique, c'est les précomptes mobiliers, toujours faisant partie de l'impôt de personnes physiques. Il y a l'impôt sur le profit des professions libérales, également partie en Belgique de l'impôt de personnes physiques. Il y a l'impôt professionnel sur la rémunération, qui en Belgique constitue un élément de la rémunération au regard du code de l'impôt sur le revenu. Il y a l'impôt exceptionnel sur la rémunération du personnel expatrié, qui lui, c'est un impôt de personnes physiques non résidentes. Et en Belgique, il y a également les impôts de non résidents. Et enfin, nous avons chuté aux impôts de société. En République démocratique du Congo, l'impôt de société est appelé impôt professionnel sur le bénéfice. Alors, pour chaque catégorie d'impôts, nous sommes posé la question de savoir si ces impôts ont un apport dans le cadre de la Convention belgo-congolaise. Et nous avons décelé l'impôt de société.
Parce que nous nous sommes dit que lorsqu'il y a une multitude d'entreprises qui se créent au niveau de la RDC, ça, belge bien sûr, ça a un impact sur le trésor public. Les recettes dues au trésor public deviendront de plus en plus croissantes. Alors, quid de la nature et du champ d'application de la Convention belgo-congolaise? Étant donné que la Convention fiscale, du point de vue général, fait interagir deux États, Convention bilatérale, plusieurs États, Convention multilatérale en matière fiscale, dans le cadre de la Convention belgo-congolaise, nous nous sommes dit qu'il s'agit d'une convention sui generis, parce que ça porte sur une matière sensible qui est la fiscalité. Alors, le champ d'application, les champs d'application temporels, champ d'application personnel, champ d'application spatial. Alors, concernant le champ d'application temporel, la Convention belgo-congolaise est entrée en vigueur en République démocratique du Congo le 24 décembre 2011 et en Belgique le 10 février 2010. Les champs d'application spatial, au regard de la Convention belgo-congolaise, il y a un élément transfrontalier parce que les éléments ne sont pas cantonnés en Belgique seulement ou en République démocratique du Congo, mais c'est au-delà des frontières nationales, d'où son caractère transfrontalier. Alors, le champ d'application personnel, la Convention belgo-congolaise s'applique aux résidents belges d'une part et d'autre part congolais. Et ce sont ces deux résidents belges ou congolais qui peuvent prétendre aux avantages de la Convention belgo-congolaise, bien qu'il y a certaines exceptions. Ici, nous avons établi le principe. Alors, la lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Alors, étant donné que nous avons déjà parlé de la coopération administrative au niveau de nos hypothèses, ce serait redondant de revenir encore sur cette coopération administrative. Ici, nous avons voulu que la Convention belgo-congolaise soit amendée ou même modifiée à la lumière de dispositions du droit européen ou de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, à travers le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la directive ATAD. Dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, nous avons tous qu'au niveau de l'Union européenne, il y a des libertés fondamentales. La liberté d'établissement, la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services. Alors, concernant la Convention belgo-congolaise, nous avons répertorié une liberté fondamentale qui est la liberté d'établissement. Donc, une entreprise congolaise peut quitter le champ congolais pour s'installer en Belgique. Une entreprise belge peut quitter le champ d'application belge pour s'installer en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une liberté d'établissement, mais qui n'a pas un caractère européen, qui a un caractère autre que européen. Et nous avons voulu que les États, soit la Belgique ou la République démocratique du Congo, ne mettent pas en place des obstacles pour permettre à ces entreprises de s'implanter. Alors, quid de cette liberté à la lumière de la fraude fiscale? Alors, les États peuvent mettre en place certains obstacles pour limiter la fraude fiscale ou l'évasion fiscale. Il peut s'agir de mécanismes résultant de la jurisprudence ou du traité lui-même. Il peut s'agir de l'intérêt général. Alors, concernant la directive ATAD, il y a plusieurs mesures qui ont vu le jour. On peut citer la société étrangère contrôlée, taxe visite, ou encore les dispositions relatives au caractère hybride. Certaines dispositions peuvent s'implémenter dans le cadre de la Convention belgo-congolaise ou pas. Parce que la Convention belgo-congolaise a un champ d'application qui est particulier. Toutes les dispositions de la directive ATAD en matière de lutte contre l'évasion fiscale ne peuvent pas s'implémenter dans le cadre de la Convention belgo-congolaise. Dans notre mémoire, nous avons cité deux mesures ou deux recommandations qui résultent de la directive ATAD, à savoir les dispositions hybrides ou encore la taxe à la sortie. Alors, le troisième résultat est lié aux incidences économiques et budgétaires de la Convention belgo-congolaise. Alors, nous savons tous que lorsque un État veut attirer les investisseurs, il met en place
certains mécanismes attractifs, exonération douanière, exonération fiscale. Alors, dans le cadre de conventions fiscales, il y a également des mesures incitatives qui peuvent être mises en place pour attirer les investisseurs. Dans le cas d'espèces, c'est généralement des investisseurs belges d'une part, d'autre part des investisseurs congolais. Il peut s'agir de l'exemption ou exonération, il peut s'agir de l'imputation, crédit impôt ou déduction. Alors ici, comme vous allez le remarquer, nous avons voulu mettre en place certaines statistiques, c'est-à-dire les entreprises que la Belge, bien sûr, que la RDC-AI a créées, a daté de l'entrée en vigueur de la Convention. Alors l'entrée en vigueur de la Convention belgo-congolaise en République démocratique du Congo date de 2011. Alors étant donné qu'on n'a pas pu récolter les données datées de l'entrée en vigueur de cet instrument juridique, on nous a plus donné le recette ou les statistiques allant de 2015 jusqu'en 2019. Parce qu'il y a certaines données qui sont à caractère interne. Alors, vous allez le remarquer, il y a plusieurs entreprises ici. Il y a le secteur immobilier, notamment le secteur de la santé, etc. Alors, il y a également les emplois créés par ces entreprises. Parce que nous l'avons dit au niveau de nos hypothèses, à la lumière des questions auxquelles nous nous sommes posés, la convention belgo-congolaise est avantageuse, a priori, pour la République démocratique du Congo. Parce que cette convention permet d'attirer les investisseurs en RDC. À travers cette attraction, la RDC perd, la République démocratique du Congo paye directement, mais elle gagne indirectement. Parce que cette convention permet de créer des emplois en RDC. Alors, en créant des emplois en RDC, ça permet à la population congolaise d'augmenter son pouvoir d'achat. Et cette population va participer aux charges publiques par le paiement de l'impôt. Impôt professionnel sur la rémunération, par exemple. Et ça permet également de renflouer le trésor public. Alors, au regard de ces recettes, vous allez voir, au niveau du secteur immobilier, les recettes sont beaucoup plus nombreuses que les autres secteurs, santé, électricité et les autres services. Alors, oui, des incidences budgétaires. Alors, concernant les entreprises belges qui ont été agréées par l'Agence nationale pour la promotion des investissements en RDC, sont là les recettes liées aux investissements. Ici, nous avons présenté les recettes réalisées par la Direction générale des impôts en République démocratique du Congo, allant de l'entrée en vigueur de la convention jusqu'en 2020, hors TVA. Parce que, comme nous l'avons exposé, la convention belgo-congolaise ne porte pas sur les impôts indirects, mais elle porte sur les impôts sur le revenu. Donc, on exclut la TVA ici. Alors, vous avez là les recettes que le fisc congolais a réalisées. Alors, on ne veut pas dire que ces recettes se rapportent principalement aux retombées de la convention belgo-congolaise. Ça, non. Non, mais lorsque nous nous sommes référés au dire des agents de l'administration fiscale congolaise, vu que par rapport à ce qu'on collectait avant la convention belgo-congolaise, actuellement, il y a eu quand même un caractère croissant de l'intérêt public. Et nous pouvons louer l'opportunité de la convention belgo-congolaise sur l'étendue du territoire de la RDC, et c'est sur le plan théorique. Alors, nous avons fait des liens entre la convention belgo-congolaise et le plan BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. Alors, est-ce que la convention belgo-congolaise constitue-t-elle un risque ou une opportunité pour la planification fiscale ou pas? Alors, ça constitue un risque pour la planification fiscale, dans le sens où certains États peuvent utiliser abusivement la convention fiscale. Au lieu qu'on cède à un des attributs de notre souveraineté, on l'applique sévèrement. Au lieu d'appliquer la déduction, au lieu d'appliquer l'imputation, nous préférons plus, parce que nous sommes étant en voie de développement, c'est le cas de la RDC, on applique plus nos règles fiscales résultant de la législation fiscale pour renflouer notre trésor. Parce que nous comptons nécessairement ou principalement sur les ressources budgétaires dont la majorité est montée par les impôts. La convention belgo-congolaise constitue une opportunité
Une opportunité, pourquoi? Parce qu'une convention fiscale, de façon classique, permet de lutter contre la double imposition internationale. Nous sommes sans ignorer que la double imposition internationale constitue un frein pour l'amélioration du climat des affaires. Lorsqu'un investisseur, dans le cadre d'espèces, un investisseur belge, est imposé de même en Belgique, ainsi qu'en République démocratique du Congo, pour le même revenu, il ne voudra plus investir en République démocratique du Congo. D'où le caractère opportun de la convention ne peut plus se justifier. De même, un investisseur congolais, il veut investir en Belgique et imposer pour le revenu de même nature, cet investisseur n'aura plus à investir en Congo comme du Congo. Donc cela va constituer un frein pour la bonne coopération interétatique. Alors, nous revenons en fait sur la coopération administrative. Ici, nous serons beaucoup plus spécifiques. Est-ce que la coopération administrative permet-elle à l'administration fiscale congolaise de mener bien ses actions? Est-ce que la coopération belgo-congolaise permet-elle, comme on dit en anglais, la capacité building ou pas? À travers la coopération administrative, l'administration fiscale congolaise a étendu son champ. Nous l'avons vu lorsque nous avons fait une démarche empirique au regard de ce que nous ont rapporté les agents du fisc. Il y a plusieurs mesures qui ont été prises, notamment la signature plus tard d'un instrument multilatéral avec certains États africains et européens, à l'instar de la Belgique. Il y a également le problème que nous avons eu à rencontrer dans le cadre de la Convention belgo-congolaise. Le grand problème, ça porte même sur l'intitulé de la Convention belgo-congolaise. Ça porte sur l'impôt sur le revenu, d'une part, et d'autre part, l'impôt sur la fortune. Or, dans le système fiscal congolais, il n'y a pas un impôt sur la fortune. Donc cela pose problème. Et également, dans le cadre de la Convention belgo-congolaise, on n'a pas tenu compte de l'établissement stable du numérique. Or, les affaires aujourd'hui, lorsque nous faisons les affaires, lorsque nous achetons, ou bien lorsque nous sollicitons le service auprès de certaines entreprises, cela ne nécessite pas seulement un certain déplacement. Aujourd'hui, on n'a plus affaire aux établissements ou bien aux entreprises classiques. On a affaire aux établissements du numérique. Or, dans le cadre de la Convention belgo-congolaise, on n'a pas tenu compte de l'établissement stable du numérique. Or, au niveau européen, il y a certaines mesures qui ont été prises pour la mise en place d'un établissement stable du numérique. Alors, ces critères ont été mis en place, ou bien ces critères peuvent être liés soit au nombre d'utilisateurs, soit au montant, ou soit au nombre de contrats que cette entreprise a eu à conclure avec certains clients. Alors, concernant les recommandations, la première recommandation, nous avons voulu soit on peut dénoncer la convention belgo-congolaise, ou soit la résilier carrément. Nous devons affaire à une convention gagnant-gagnant. Parce que sur le terrain, nous remarquons plus que cette convention profite plus à la Belgique qu'à la RDC. Pourquoi? La Belgique, c'est un État exportateur de capitaux, tandis que la RDC, c'est un État qui importe le capitaux. Alors, la réalité actuelle est qu'il n'y a pas assez d'entreprises belges au niveau entreprises congolaises, pardon, au niveau de la Belgique. Il y a plus d'investisseurs belges au niveau de la RDC. Alors, ces investisseurs profitent de différents avantages, ou bien de différentes mesures attractives que les autorités congolaises ont mis à leur portée, ce qui n'est pas le cas pour les entreprises congolaises. Alors, on doit modifier la convention belgo-congolaise et cette convention doit s'adapter aux réalités congolaises. Alors actuellement, en République démocratique du Congo, parce qu'on parle de l'opportunité de convention fiscale en RDC, veut signer une convention fiscale avec le Qatar et le Maroc. Nous trouvons ça inopportun. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'échange commerciaux entre ces États et la République démocratique du Congo. Il serait mieux qu'on signe une convention fiscale avec les Émirats arabes unis ou la Turquie, parce qu'il y a une négociation entre ces États. Il y a les hommes d'affaires congolais qui se déplacent de Kinshasa, la capitale de la RDC, vers la Turquie, et les Turcs, les investisseurs turcs, quittent également la Turquie ou la RDC. Donc il y a vraiment une interaction d'affaires entre ces États, d'où il serait mieux que les autorités congolaises puissent, dans les jours à venir, signer une convention fiscale, des conventions fiscales avec ces États. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, 2 345 000 km², n'a que 2 conventions avec la Belgique
et avec l'Afrique du Sud. Nous disons que la convention entre la République démocratique du Congo et la Belgique, elle est opportune sur le plan théorique et non sur le plan pratique, parce que ça profite plus à la RDC ça profite plus à la Belgique qu'à la RDC. Donc nous voulons une convention gagnant-gagnant, et plus tard, on va signer une convention avec les autres États qui sont plus basés sur une négoce véritable. Voilà. Nous vous remercions de votre attention.